Donc, quand il y a une page qui se démarque des autres, forcément, tu as tous les copywriters du monde d'Agora qui vont aller voir cette page, qui vont aller l'étudier, tu vois. Bah, ça, c'est mon objectif, tu vois. Pour l'instant, ça m'est arrivé une fois, donc je suis déjà très content. Ça m'est arrivé une fois, un lancement, record historique, 200 000 euros en 24 heures, 500 000 euros en une semaine, 800 000 euros en 10 jours. Et j'ai même l'un des deux fondateurs d'Agora qui a demandé à lire ma page. Donc, je veux juste essayer de refaire la même chose, quoi. Et c'est pas facile. Écoute Charles, un grand plaisir de t'avoir. Du coup, je relance De la même. deuxième saison des Makers podcast avec toi. Donc, je vais me remettre en jambes parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc voilà, Mm. content de t'avoir. On en a déjà échangé sur Twitter, pas vraiment en perso. Donc, hâte de savoir Mhm. qui t'es, hâte de savoir en savoir un peu plus sur ton parcours. Donc voilà, si tu peux te présenter un peu. Bah, déjà, merci beaucoup pour ton invitation. C'est très sympa. Je suis content. Je suis ton contenu depuis un moment et c'est vrai que tu es une des personnes que, on va dire, j'aime suivre parce que le contenu est pro, le positionnement est pro, c'est quali, etc. Donc, bah, sympa. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est simple. Enfin, c'est simple. Non, c'est pas simple. Si je remonte loin, c'est pas simple. J'étais chef pâtissier il y a 4 ans. J'ai un BTM pâtissier. Du coup, j'ai pas de gros diplôme. Je crois que c'est même un niveau bac, le BTM pâtissier. À un moment, j'ai hésité, c'était un bac plus 2 ou... Non, en fait, c'est juste un niveau bac. Euh, je m'intéressais toujours à la psychologie. J'ai dû arrêter mes études en psychologie pour pouvoir repartir en pâtisserie pour pouvoir gagner de l'argent pour ma famille. On roule pas trop sur l'or. Euh, une fois que c'était fait, une fois que voilà, j'ai pu acheter ma maison en tant que chef pâtissier, etc., j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Je sais très bien que je vais pas rester là-dedans toute ma vie. Et c'est là que je me suis intéressé au business en ligne, classique, closer au téléphone, CPF et tout, du coup petite formation pour du marketing digital, une agence SMMA, marketing digital. Euh, Ça s'est bien passé, j'ai monté mon agence avec deux trois collègues. Collègues en gros, bah, dans la formation on était plusieurs. Donc, encore une fois le réseau c'est important, donc on a fait un groupe, on a monté notre agence ensemble. Ça a bien marché, forcément c'est là que j'ai découvert le copywriting. Avec mon attrait pour la psychologie de base, bah, ça a tout de suite fit. Et puis, bah, je me suis lancé à fond là-dedans. J'ai cherché à me former. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de bien me former. Heureusement, un jour, ma route a croisé celle d'Agora. Euh, J'étais pas chaud pour postuler au Copycamp de 2021. Pour en finir, c'est Alexandre Dana qui m'a, donc le CEO de Live Mentor, qui m'a dit Charles, vas-y en fait. J'ai dit ok, bon, bah, j'y vais. Ça s'est très bien passé. On était une centaine à postuler. On était deux à être pris. Je suis le seul qui est resté. Et depuis, bah, je continue de gravir un peu les échelons là-bas. Et à côté, bah, j'ai créé mon collectif de copywriters. Pour pouvoir, bah, d'un côté, assurer les missions que je peux pas faire moi-même pour des clients, pour de la copie. Et maintenant, il y a un tout nouvel objectif, c'est aussi pour pouvoir recruter pour Agora. Parce que bah, on est en manque de copywriters de talent dans le milieu, vraiment dans la copie directe. C'est très compliqué de recruter. Tu vois, le Copycamp de 2021, on était une centaine à postuler, on était 7 à être pris, 2 à être rentrés dans Agora, un seul qui est resté. 2022, c'est pareil. Il y en a un seul qui est resté, il y en a une centaine. Enfin, niveau compétence, c'est très compliqué. Euh, bah, Copy House et vient justement tout juste de pouvoir apporter des compétences là-bas. Donc en gros, j'ai deux pôles. J'ai mon activité à 100% temps plein chez Agora et à côté, j'ai mon collectif que j'anime et qui maintenant sert aussi Agora pour Ok. avoir des copywriters. Donc ton collectif, c'est Copy House, c'est ça? C'est ça. Ok, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment que tu as commencé du coup en ligne. Tu parlais de marketing digital. On est en quelle année à peu près? 2019. 2019. Et je vais te poser une Hmm, question qui va te fâcher ou pas, mais t'as quel âge du coup? 29 ans. 29 ans, ça Je vais sur mes 30 ans là en septembre. va. Ok, donc en 2019, on est en 2023, tu as lancé ça il y a 4 ans. C'était comment pour toi Hmm. les débuts? Quand tu t'es lancé en ligne, tu t'es senti comment? Bah franchement, j'y allais à tâtons quoi. Je J'y croyais pas trop. C'est-à-dire que j'avançais, je faisais ma formation en marketing digital,
j'y croyais pas trop. Forcément, dans une formation, t'as toujours un tiers ou au mieux 50% qui ont des résultats. T'en vois toujours beaucoup qui galèrent comme toi, qui nagent. Donc t'as l'impression que, enfin, plus, plus t'avances, plus tu prends du temps à avoir des résultats, plus tu te décourages. Et moi, vraiment, le fait que le point de bascule qui m'a vraiment boosté, c'est vraiment à partir du moment où je me suis associé, on s'est pas vraiment associé, on s'est fait un collectif à trois de freelance pour faire une agence avec justement deux autres personnes. Mais oui, au début, c'est très t'avances, euh, t'en parles ou non. Je sais qu'il y a deux politiques, il y a des personnes qui disent euh, ne parlez pas de vos projets, bossez dans votre coin, etc. Moi, je suis plutôt à l'inverse. Je suis plutôt à dire ouais, je me suis lancé là-dedans, je me suis lancé là-dedans pour dire de m'engager auprès des autres. Et forcément, je me suis engagé auprès de tout le monde, ma famille, mes apprentis en pâtisserie, partout, j'en parlais partout. Et forcément, les semaines passent. Au début, j'ai pas trop de résultats. Puis heureusement, un coup, en, en 2 semaines, ça, ça a bien pris. Mais au début, c'est compliqué, hein. Tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Ouais, tu C'est- m'étonnes. Tu m'étonnes. Et ça s'est passé comment, du coup, cette espèce de trinôme que tu as créé? Pourquoi vous êtes mis ensemble et quand ça s'est créé? Bah déjà, le premier truc, c'est, je me suis rendu compte qu'il y a un gars, un des deux, du coup, qui habitait à côté de chez moi. Ok, donc dans le nord, sur l'île. Donc on a simplement été boire un verre. J'ai vu que c'était quelque chose que tu prenais également, donc c'est parfait. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on était boire un verre. Il avait un autre pote avec qui il bossait aussi un petit peu, qui était plus sur le côté technique, bah très bien. Lui, il s'est occupé de la prospection commerciale. Moi, je me suis occupé de toute la partie media buying copy. Et l'autre, il s'est occupé de toute la partie intégration et design, tout ce qui était vraiment technique, quoi. Ok, c'était pas compliqué à 3 du coup. On dit souvent qu'à 2 ça passe, à 3 c'est compliqué. Franchement, c'est ce qu'on avait peur. Moi, j'avais peur de me sentir de trop parce que eux, c'est deux potes d'enfance. Mhm. Et pour en finir, non, ça a été. J'ai sûrement eu de la chance, mais ça a été. Du coup, on est toujours potes, on a toujours des business un peu en commun. L'agence s'est arrêtée, sauf pour un des trois, qui lui l'a gardé. Il a même réussi à lever des fonds à plus d'1 million avec cette agence. Enfin, nous, on a quitté. On est parti sur d'autres. Moi, je suis parti sur le copy et mon pote, il est parti sur. Euh, en fait, il accompagne un très gros youtubeur très connu. Donc, il est devenu un peu son bras droit. Ok, Et moi, je bosse toujours avec lui pour tout ce qui est marketing copy d'ailleurs. ok. Donc tu as eu ce passage où tu avais donc une agence avec eux. Tu étais au quotidien du coup avec des clients. Toi, tu as voulu garder ce côté client. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent ça, comme moi, mais tu as voulu garder ce côté client et c'est pour ça que tu as voulu continuer du coup avec Agora. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur Agora? Ouais, alors Agora, du coup, c'est pas vraiment un client, c'est-à-dire que je suis embauché chez eux en Mhm. tant que salarié. Euh, mais ça change pas grand-chose, c'est que en gros, moi, je suis quelqu'un de très carriériste, c'est-à-dire que euh, je sais très bien que si par exemple, j'étais pas rentré chez Agora, j'avais continué en tant que freelance, bon, toujours avec des clients, mais si j'avais continué à développer Copy House, 100% Copy House, et toujours en gardant des clients à côté, je ferais encore plus d'argent aujourd'hui en court terme. Euh, mais je suis quelqu'un qui est très carriériste, qui voit très long terme, peut-être à tort, hein, j'ai sûrement tort, hein, parce que si ça se trouve, en faisant beaucoup d'argent rapidement, derrière, on permet de réinvestir, etc., hein. Peut-être à tort, mais voilà, je suis comme ça. Et quand on m'a dit que, quand je me suis rendu compte qu'Agora, c'était tout simplement un peu le Apple des développeurs. C'est un peu comme si aujourd'hui tu es un développeur et on te dit vas-y viens bosser sur l'iOS d'Apple, vous êtes 10 à pouvoir bosser dessus dans le monde. Bah je me suis rendu compte que c'était ça pour le copywriting. Je me suis dit vas-y, je me donne à fond là-dedans quoi. Je veux vraiment m'améliorer, je veux vraiment être bon, je veux vraiment être connu, être reconnu, je veux vraiment réussir. Et pour moi, il y avait que ça. C'est un peu la voie royale du copywriting. Euh, Si vraiment on veut être bon, être reconnu dans le monde, Alors et être très bon, quoi. j'ai vu ça quelque part, c'est que tu as envie d'être le meilleur copywriter au monde, c'est ça? Ouais, alors pas. Moi, ce que je dis, c'est pas être le meilleur au monde, c'est que je veux avoir mon nom dans l'histoire de la copie. C'est ça que je dis tout le temps.
Et comment tu comptes y prendre? À continuer à. Du coup, par rapport à cet objectif, je suis obligé de. Enfin, c'est mon objectif, forcément. Je dois rester à Agora, tu vois, pour atteindre cet objectif. Donc, mon but, c'est simplement de continuer à écrire pour Agora, continuer à gravir les échelons. Donc, il y a différents échelons à Agora. Tu arrives, tu es junior copywriter, ensuite tu passes full, ensuite tu passes senior. Et il y a plusieurs. Enfin, pour pouvoir atteindre ces stades, c'est des ventes que tu dois faire. Des ventes, mais aussi des compétences que tu dois développer. Je suis passé senior il y a quoi? Il y a quelques mois, donc le dernier. Et maintenant, on va dire le dernier des derniers, ça serait de commencer même à mentorer certains copywriters, d'être un peu leur copy chief. Donc moi j'ai toujours ma copy chief, mais je commence du coup maintenant aussi à mentorer des copywriters pour écrire pour Agora. Donc mon but c'est de continuer d'évoluer. Et après, le seul truc pour se faire connaître, c'est réussir à faire des pages qui font parler dans le monde. Donc, c'est-à-dire que nous, on voit les ventes du monde entier. Quand on est dans Agora, on voit ce que les US y font, ce que les Australiens y font, ce que les Japonais y font, ce que les Allemands y font. Agora est partout, de toute façon. Mais quand on est dedans, on voit les ventes de partout. Donc, quand il y a une page qui se démarque des autres, forcément, tu as tous les copywriters du monde d'Agora qui vont aller voir cette page, qui vont aller l'étudier, tu vois. Ça, c'est mon objectif, tu vois. Pour l'instant, ça m'est arrivé une fois, donc je suis déjà très content. Ça m'est arrivé une fois, un lancement, record historique, 200 000 euros en 24 heures, 500 000 euros en une semaine, 800 000 euros en 10 jours. Et j'ai même l'un des deux fondateurs d'Agora qui a demandé à lire ma page. Donc, je veux juste essayer de refaire la même chose, quoi. Mais c'est pas facile. Alors, j'ai vu que tu avais entre 500 et 2,5 millions par page de vente. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur quel type de produit, si tu as le droit, quel type de produit vous mettez Bien en sûr. avant En et gros, comment tu arrives à ces chiffres-là? ouais, bien sûr, pardon. En fait, déjà, forcément, il y a une base, il y a une grosse base email, bien sûr. Donc, c'est pour ça que les ventes, c'est très un peu putaclic, mais ça veut un peu rien dire. Ce qui est vraiment très fort, ce qui est très intéressant à savoir, c'est les taux de conversion. Bon, les taux de conversion, on peut pas les partager. D'ailleurs, aux US, on les a pas tous forcément. On en a un peu, mais pas tous. Euh, mais forcément, quand tu as une page qui se démarque des autres, c'est que les taux de conversion sont bien supérieurs. Donc comment on arrive là? Grosse base email, des taux de conversion très hauts. À savoir que quand, euh, quand en France on fait un lancement, on fait 200 000 euros en 24 heures, que nous on a une liste mais 10 fois plus petite qu'aux US, et que sur le leaderboard sur le, de, mondial, en France on arrive à être premier, c'est que les taux de conversion, les Français on n'a pas grand chose à envier aux US. Ça, c'est quelque chose que souvent les gens ils disent, ouais, les US ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. On est pas mal. Voilà. Euh, le produit, en fait, oui, c'est en fait Agora, c'est un service de presse, d'information financière. Donc c'est vraiment ce que nos parents recevaient par boîte postale, ce que les David Ogilvy envoyaient, etc. Les tracts, les pages sur, euh, sur papier, où à la fin, tu as un petit bon de commande, tu dois renvoyer et tu payes pour avoir le service. Et en fait, on a des experts. Et les experts, ils proposent leurs services par abonnement. Donc, c'est-à-dire que nous, on a des lettres gratuites. Les lettres gratuites. Ensuite, chaque expert, il a un service d'information pas trop cher, en dessous de 100 euros à l'année. Et il a un service de recommandation beaucoup plus cher, entre 1500 et 2000 euros à l'année. Ok. Si je... Ok, ok, c'est clair. Et donc toi, ton taf là-dedans, donc ils ont la base email. Ton taf, c'est de créer des pages de vente qui vont convertir. Est-ce que tu t'occupes aussi de l'emailing avant? On s'occupe forcément de l'emailing qui va envoyer sur la page. Ok. Est-ce que tu peux dire en quelques mots ce qu'est le funnel de vente chez Agora? Sans aller dans les détails, bien évidemment. Ouais, bien sûr, je peux pas donner de stratégie, mais après c'est très classique, c'est du marketing direct. Donc on récolte du lead. On a forcément des leads gratuits, donc des gens qui voilà, ils sont arrivés, ils ont récupéré un e-book, voilà, gratuit. On a une offre
en dessous de 100 euros à l'année, et on a une offre à 1500 euros. C'est aussi simple que ça. Et on shoot. On envoie des emails sur les personnes. En fonction de leur niveau de sophistication, on leur envoie une offre adaptée. Ok. Donc, lead magnet gratuit, donc e-book gratuit. Ensuite, un produit en dessous de 100 euros et un produit à 1500 euros. Par an, c'est ça? Ou C'est un ça. produit à vie à Par an. 1500 par an? Ça reste Ok. de l'abonnement. Donc ça, c'est la stratégie. Et toi, là-dedans, tu t'occupes donc du copywriting, de l'emailing et de la page de vente, c'est ça? C'est ça. Après, quand on fait des lancements, forcément, le copywriter, il gère tout le lancement. Donc, la stratégie de lancement, les emails avec le lancement, les relances, il y a Et beaucoup de choses. j'ai vu passer il n'y a pas longtemps que tu avais fait une page à 13 000 mots. Ouais, bah c'est celle que d'ailleurs que j'étais encore en train de bosser ce matin sur les retours parce que je l'ai terminé fin de semaine dernière et là j'ai déjà des retours dessus. Donc nous on se relie beaucoup, hein. C'est vraiment quelque chose que je rabâche à fond sur les réseaux, mais la relecture c'est essentiel et là je suis en pleine phase de relecture sur ma page. Ouais, 13 000 mots, c'est un peu une moyenne. Alors c'est une moyenne haute, j'avoue, que je fais. Mais en général, mes pages, elles font entre 9 000 et 14 500 mots, quoi. Ok, donc entre 9 000 et 14 500 mots, est-ce que tu as de la data pour savoir jusqu'où vont les gens dans la lecture? Ça, c'est la question, mais à chaque fois, hein. C'est normal. En fait, on est au courant que les gens ils vont pas jusqu'au bout. C'est limite tant mieux. Genre, on rencontre nos abonnés, hein, on rencontre nos clients. Ils nous disent oui, oh, c'est long et tout. Moi, je scrolle. Pas de problème, pas de problème. S'il scrolle, ça veut dire qu'il est déjà assez qualifié, qu'il a déjà confiance en nous. Euh, S'il a besoin d'avoir des infos, la copie doit être bien faite dans le sens où la lecture en F permet de sélectionner les infos que la personne a envie d'avoir. Donc, la lecture en F avec les H2. Mhm. Lecture en F, c'est pour dire de pouvoir qu'une page puisse être scannable par les H2 avec une bonne mise en forme. Et surtout, de pouvoir développer une idée par une idée. Chose encore. Euh, donc on est au courant que les gens ils vont pas jusqu'au bout, ils regardent pas nos vidéos jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. C'est un gros tabou, c'est dans le marketing, ouais c'est trop long, c'est trop long. Bah en fait, le taux de conversion des personnes qui vont jusqu'au bout est tellement énorme que ça rattrape toutes les pertes. Intéressant. Donc c'est ça en fait. Ok, intéressant. Parce que ça, je me posais la question, bien évidemment, il y a différents types de prospects, mais c'est vrai que moi, je fais partie du groupe qui ne regarde jamais une page en entier. Mais comme tu le dis aussi, en général, je fais énormément de travail de recherche auparavant. C'est-à-dire, avant d'acheter quelque chose, que ce soit une formation ou un produit, j'ai toujours un énorme travail pas de travail, mais en gros, je vais aller suivre la personne, voir ce qu'elle fait, prendre de ses contenus, manger de ses contenus tous les jours. Et au bout d'un moment, je vais dire, OK, je vais passer à l'action, je vais acheter sa formation, je vais acheter son produit. Et du coup, à ce moment-là, OK, j'ai pas besoin de lire toute la page. Mais un contenu à 13 000 mots, on va dire, ça convertit beaucoup mieux sur un prospect froid ou tiède. Ça c'est ça c'est l'autre question. Alors, en fait, la longueur de la page dépend de trois choses. De la Big ID, parce que en fonction de ta Big ID, tu vas avoir plusieurs arguments que tu vas être obligé de développer pour que ta Big ID soit crédible et que tu puisses bien la développer. De la sophistication de ton lecteur, donc qu'il soit froid, chaud ou tiède, et surtout de sa sophistication par rapport à sa compréhension de la Big ID que tu es en train de lui présenter. C'est-à-dire que si tu es en train de lui présenter un truc dont il a beau être chaud par rapport à toi, si l'idée que tu es en train de lui présenter, tu supposes que c'est un truc dont il connaît quasiment rien, il va quand même falloir développer. Et du prix. Parce que c'est logique, tu vas pas mettre un truc à 1500 balles à quelqu'un qui est froid par rapport à toi et qui est froid par rapport à l'idée. Par rapport à l'idée, c'est possible, mais si en plus il est froid par rapport à toi, c'est pas possible. Et qu'il va falloir plus de mots pour ça. Ou moins s'il est chaud par rapport à toi, etc. Donc au final, est-ce qu'on peut... En fait, il n'y a pas de règle pure en copywriting, c'est vraiment savoir jauger ce qui est bon, ce qui est pas bon. On développe beaucoup dans nos pages, mais savoir on coupe beaucoup. Tu vois, quand je dis 13 000 mots, c'est que souvent, ma V1... exemple simple, là ma V1 fait 13 000 mots. Donc quand je dis ma V1, c'est ma première version de ma page de vente. Je sais qu'en général, il me faut 2-3 versions
pour voir qu'elle soit terminée. Je suis en train de bosser sur la V2 là. En général, ce qui se passe, c'est que sur les V2, V3, j'enlève 1000, 2000, 3000, voire 4000 mots. Parce que justement, tu cuts tout ce qui est... souvent, ce que tu fais, c'est que tu cuts tout ce qui est inutile et ce qui ne sert pas à l'idée. Donc au final, la longueur de la page de vente, ça dépend de l'idée, de la sophistication et du prix. Et en général, on peut dire que, allez, sur une moyenne, c'est pas une règle, mais les pages au prix faible et donc dédiées aux personnes qui te connaissent peu, donc entrée du tunnel, hein, tu proposes un premier petit produit, sont en général plus longues que les pages qui vendent beaucoup plus cher, mais qui sont dédiées à un public plus chaud. Et encore une fois, c'est en général. Si tu parles d'une idée plus complexe sur le produit, forcément, tu vas devoir développer plus. Ok, merci pour ça. Du coup, tu as commencé en 2019 à bosser en ligne. Le copywriting, exactement, tu as commencé quand? Vraiment Pareil, au même moment. Donc, ça fait, quelques mois après. 4 ans, un peu moins de 4 ans, 3 ans et Mm. quelques. Mhm. Tu as tout appris en ligne? Euh, Avec livre. Donc quand tu dis en Ouais, ligne, c'est en gros, c'est en autodidacte. C'est-à-dire que oui. t'es pas allé dans une école pour apprendre le copywriting, à part le côté psychologique que tu as fait avant. Ouais. Après, ouais, non, une école corporate, non. Après, le copycamp d'Agora, enfin, c'était en physique déjà. C'était un peu comme une école. Et puis, tout ce que j'avais appris, donc c'est-à-dire que je suis rentré en 2021, donc j'avais déjà 1 an et demi, 2 ans et demi, je sais plus, d'expérience en tant que copywriter. Ouais, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. J'avais déjà des clients, ça tournait pas mal, franchement, j'étais bien, j'avais pas forcément besoin. Euh, mais quand on est arrivé là, Annabelle, du coup ma copie de chief, nous a tous dit oubliez tout ce que vous avez appris. Et il faut faire table rase pour repartir sur des bonnes bases. Et je me suis vraiment senti là-dedans comme une académie, comme un truc intensif, comme un truc copy camp, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots en fait. Ouais. Euh, donc non, ça a été vraiment très très bénéfique. Et là, tu dis que la prochaine étape, toi, c'est que tu vas probablement devenir un mentor des prochaines personnes qui arrivent. Donc là, en ce moment, tu as un mentor. Tu as une personne qui est au-dessus de toi et qui te guide, C'est ça. Bah, du coup, même en tant enfin, que senior. c'est ça. Donc en fait, j'ai toujours ma copie de chief, donc Annabelle. Donc tu vois là, je lui ai donné ma V1 à relire. À savoir que tout le monde se fait relire. Genre, même ma copie de chief me donne ses textes à relire. Il n'y a pas de moi j'ai pas besoin, tu vois. Euh, les meilleurs au monde se font relire, c'est pas pour rien. C'est quelque chose, je répète beaucoup ça, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre parce que il y a pas de dans le copywriting, il n'y a pas d'ego. S'il y a un ego, tu peux pas évoluer. C'est vraiment tu peux pas. Mais oui, du coup, toujours ma copy chief et je suis moi-même du coup copy chief de certains copywriters, un notamment à Agora en ce moment, avec qui je le mentor pour une page de vente. Et on a fait aussi une mission avec un autre copywriter de Copyhouse, on a fait la première pour Agora. Donc voilà, je commence tout doucement et on verra où ça me mène. Ok. Et du coup, pour toi, c'est très important d'avoir alors, il y avait ce concept qui était il faut toujours apprendre et apprendre à une personne, dans le sens où tu dois apprendre d'une personne et apprendre à une personne en même temps pour monter en compétence. Toi, c'est ce que tu fais au quotidien chez Agora. Est-ce que tu penses que c'est vraiment important? Euh, En vrai, ouais. C'est-à-dire que je ne l'aurais pas cru au début, mais alors il y a quand même un piège. Il y a quand même un piège, surtout en copywriting, mais euh, je vais y revenir. Mais le fait de tu écris, euh, tu te fais relire, c'est en fait que ça peut être d'une personne plus expérimentée que d'une personne moins expérimentée, ça va toujours t'apporter des choses. Tu vois. Alors bien sûr, la personne plus expérimentée, elle va te trouver plein de problèmes, plein de choses, bien sûr. Mais même une personne moins expérimentée, elle va te trouver des choses sur ta page qui vont pas et que tu vas pouvoir retravailler. Euh, et le fait de aussi mentorer un peu des personnes sur comment écrire une page de vente, etc. C'est sûr que tu te surprends à retrouver des concepts que tu n'avais pas
que tu n'avais pas repensé, que tu n'avais pas internalisé depuis plusieurs mois, parce que justement, tu es obligé de le faire pour la personne, et toi, ça te semblait simple, ça te semblait logique, mais pour la personne, ça ne l'est pas. Euh, donc ça, oui, totalement. Et le piège que je voulais dire, c'est que le copywriting, c'est vraiment un truc en fait, tu le développes, mais sans t'en rendre compte. C'est vraiment, plus tu lis des bonnes pages, plus tu échanges avec d'autres copywriters, plus tu relis et plus tu te fais relire, et plus tu écris, bien sûr, et donc tu te fais relire, et plus tu t'améliores, mais vraiment sans t'en rendre compte. C'est un truc de fou. Tu prends des automatismes. Et ce qui fait qu'il y a quand même un piège, c'est que ce que tu es capable de créer en tant que copywriter, c'est beaucoup lié à ce que tu consommes. Donc c'est pour ça que à partir du moment où vraiment tu veux évoluer, il faut vraiment essayer de te cantonner à étudier et lire de la copie dont tu es certain qui est vraiment très bonne. C'est pas parce que tu aimes bien une page de vente, que tu la trouves bien, que tu as acheté même sur cette page de vente, qu'elle est vraiment très très bonne. Donc le Ok. fait de lire des pages qui sont... que, en fait, c'est forcément si tu lis une page qui n'est pas bonne, que tu penses est bonne, bah derrière tu prends des mauvais automatismes. Je vois. Et toi, du coup, c'est qui tes... on va commencer par ça. C'est qui tes inspirations? Est-ce que déjà c'est plus français ou plus aux États-Unis anglais? Bah du coup, forcément, je lis que de la copie Agora, vu que j'écris chez eux et puis bah, de toute façon c'est un peu les meilleurs dans le monde, donc forcément je veux lire des meilleurs. Donc et puis Agora, il y a plusieurs filiales. Alors souvent les filiales que je conseille à lire en tant que copywriter, alors c'est des noms américains, je vais les dire doucement, américains anglais. T'as Porter Stansberry, t'as Manward Press, t'as Moneymap Press, t'as Oxford Club, t'as Check-in Analytics. euh, et tout ça, en fait, ce sont comme en France. C'est comme Publication Agora France, ce sont des filiales où, bah, en fait, ils envoient une lettre, t'as des experts, et les experts vendent leur abonnement. Donc, en fait, tout ce que t'as à faire, c'est tu prends une, euh, une adresse mail poubelle, j'insiste bien là-dessus, parce que Agora, c'est par lettre, c'est 2, 3 emails par jour, par lettre. Il y a plusieurs lettres par filiale. Donc, si tu fais ça avec ton adresse mail générale, elle est finie. Tu peux plus l'utiliser. Donc, fais ça avec une autre adresse mail. Et bah après, moi, je vais étudier de la copie, je vais sur ma boîte mail, je regarde ce qui est tombé. Il y a un truc qui est génial, et c'est pour ça que je ne lis que de la copie Agora, principalement aussi. C'est parce que quand tu te mets à... En fait, les pages que tu reçois, les emails que tu reçois, il faut savoir que nous, les copywriters, on est en concurrence pour vendre les mêmes services. Donc, si pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tu vois les mêmes emails ou les mêmes pages de vente qui arrivent, c'est que cette page de vente a battu toutes les autres en termes de taux de conversion. Tu vois, contrairement à si par exemple t'as un business en ligne, un infopreneur ou tout ce que tu veux qui t'envoie une page de vente, t'as aucune certitude que la page de vente est bonne, même si t'as acheté, tu vois. Tandis que sur des firmes comme ça, sur des entreprises comme ça, où t'as plusieurs copywriters qui écrivent pour les mêmes services, mais qui présentent avec des big ID différentes, et ben forcément la page que tu vas avoir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est la page bah, qui vend le plus. Donc t'as tout intérêt à l'étudier. Est-ce que tu peux définir Big ID? Dans le sens où tu vois, tu dis là qu'il y a plusieurs copywriters en concurrence pour vendre le même produit chez Agora, on est d'accord? Et du coup, ils arrivent tous avec une Big ID différente. Est-ce que tu peux aller plus en détail là-dessus? Désolé, c'est mon truc qui se coupe tout le temps. Oui, oui, ça c'est un truc, c'est pareil, qui est très peu connu. On entend tout et n'importe quoi, surtout en France, sur la Big ID. Euh, En fait, imaginons tu as un service. Bah, tu sais quoi, je vais prendre l'exemple de Copyhouse, ce sera plus simple. Ok, Copyhouse. Euh, Tu peux avoir plusieurs Big ID pour vendre Copyhouse. Ok. Tu peux développer que, alors le truc que j'utilise de base, qui est un peu le branding de Copyhouse, la meilleure formation de copywriting n'est pas une formation. Et après, je développe avec mécanisme unique, malédiction du savoir, etc. Enfin, pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est une première approche, une première idée. Tu vas mettre en avant l'aspect mastermind, l'aspect groupe. À côté, par exemple, on a un bonus, on a une mini formation qui est l'empathie map. En fait, on utilise une empathie map pour le persona. Ben, en fait, on peut très bien dire,
on va développer une Big ID sur l'Empathy Map et on va vendre le service en bonus. Ce qui fait qu'en fait, tu peux avoir une Big ID par bonus pour vendre une formation. Et tu peux même avoir plusieurs Big ID par bonus. En fait, tu peux avoir plein d'angles différents pour vendre une même page. Allez, je vais donner un autre exemple sur la finance, du coup, Agora, parce que j'ai déjà fait plusieurs pages pour un seul et même service. Allez, une lettre d'information financière sur un peu la technologie. Okay, donc, c'est-à-dire que la personne, donc l'expert, il envoie une recommandation par mois, enfin, il donne des informations pour comment investir dans la tech en France et en Europe. Okay. Ça, c'est le service qu'on a. J'ai écrit une page sur les blackouts forcés. Donc toute l'histoire de blackout qu'on a eu l'année dernière, j'ai écrit là-dessus. Qu'est-ce que je vendais en premier? Qu'est-ce que je mettais en avant? De tête comme ça, je ne sais plus, mais c'était une entreprise dans l'électricité, un kit, une entreprise dans l'électricité, et puis un kit pour se préparer au blackout. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on vendait en premier, et bien sûr, le service était en deuxième. Donc je parlais des blackouts forcés, il faut se préparer au blackout forcé. J'ai vendu une idée sur la clé du métaverse. Donc, c'est-à-dire que je vendais en fait une entreprise qui disposait de la clé pour le métaverse, qui est en fait une entreprise de microprocesseurs essentiels qui seront pour le développement du métaverse. Dernièrement, j'ai vendu l'innovation finale de l'humanité, qui est en fait l'intelligence artificielle, où je vends, là c'est dans une entreprise de santé qui utilise l'IA. Et en fait, tu vois, pour un même service, tu peux utiliser plein d'approches différentes pour vendre ce service. Ouais, c'est un peu plus intéressant. Ouais, je vois. Ok, donc là on a parlé de la Big ID. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, alors ok, on va mettre Agora de côté. Quelles ont été tes plus grosses inspirations en dehors d'Agora, c'est-à-dire les livres que tu as lus par exemple? On va commencer par ça. Ok. Et du coup, je viens de me rappeler que tu m'avais demandé la définition de la Big ID et je ne l'ai pas donnée. Alors, il y a plusieurs définitions de la Big ID, mais moi, celle que je donne, c'est donc la grande idée, la croyance qu'on va inculquer, qu'on va donner, qu'on va inculquer dans l'esprit de votre lecteur, donc du lecteur, et qui va engendrer l'action logique désirée. Donc, que ce soit... C'est-à-dire que le but, c'est de vendre l'idée. Une fois que la personne est convaincue de l'idée, l'action désirée va être logique pour elle. Donc c'est la personne qui va elle-même décider de faire l'action suite à l'idée. Ça peut être l'achat, laisser son email, interagir avec le poste, etc. C'est pour ça qu'en fait, le copywriting, tu vends des idées. Le but, c'est que la personne soit convaincue de l'idée. Et ensuite, t'as plus besoin de vendre l'offre, quasiment. Limite, tu la pousses un petit peu, c'est la personne qui va elle-même prendre la décision de le faire. C'est clair. Merci pour la définition. Je t'en prie. Et concernant les livres, alors, on va aller du plus connu au moins connu, mais Comment se faire des amis, de Dale Carnegie, incroyable, sur la psychologie, le copywriting, incroyable. Forcément, alors je vais pas dire influence et manipulation, c'est un peu trop basique, mais il y a Great Leads, donc un peu moins connu, de Michael Masterson et John Ford, d'Agora, sur justement comment écrire des leads qui sont incroyables. Mon livre préféré, qui est une véritable bible pour moi, c'est le livre d'Evaldo, un copywriter d'Agora encore. 16 Word Sales Letter Book. Là-dedans, il explique la conviction d'Evaldo qu'il faut partager. Qui permet aussi de comprendre la Big ID d'ailleurs, qui est cette nouvelle opportunité est la clé de mes désirs et elle est uniquement accessible au travers de ce mécanisme unique. Une fois que tu définis ça, tu sais écrire ta page de vente. Quasiment. Est-ce que tu peux répéter ça? Cette nouvelle opportunité, donc c'est-à-dire il faut vraiment développer une nouvelle opportunité, présenter une nouvelle opportunité. Si c'est pas nouveau, ça va pas intéresser ton lecteur. Il faut que tout de suite il comprenne que c'est nouveau. Tu lui présentes une nouvelle opportunité. Ça va lui permettre d'atteindre ses désirs. Donc, par rapport à cette nouvelle opportunité, par rapport à ce que ton lecteur a envie, ce que ton auditeur a envie. Et c'est uniquement accessible au travers de mon mécanisme unique. Mon mécanisme unique qui est un peu ma sauce secrète, qui est un peu ma technique secrète, ou ma méthode, ou... Pardon. D'ailleurs, c'est pas forcément une méthode. Hein. Ça peut être
juste mes conseils, mon service ou autre. Mais c'est vraiment mon truc à moi que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Et qui surtout donne de la crédibilité. Le mécanisme est là pour donner de la crédibilité. Quand vous avez des pages où on vous dit de faire 3000 euros par mois grâce à la méthode d'un moine Shaolin, les copywriters, voilà, ils vont vous dire que le mécanisme unique, c'est la méthode du moine Shaolin. Mais non, parce que c'est pas crédible. Donc c'est pas un mécanisme unique. Donc il faut surtout que ce soit crédible. Ça donne de la crédibilité à la Big Idea et à l'opportunité. Donc le livre d'Evaldo, incroyable. Et je dirais Made to Stick. Made to Stick, donc ces idées qui collent. Made to Stick, pareil, pour comprendre un peu le concept justement d'idées qui te rentrent dans la tête et qui fait vendre et qui fait déclencher les actions. Ce livre est incroyable aussi. Et ok, lire des livres, c'est bien, mais j'imagine que à chaque livre, il faut pratiquer directement. Oui, bien sûr. C'est pour ça que on conseille pas trop beaucoup, enfin on conseille pas énormément de livres. Une fois que la personne a lu même rien que ces livres-là, c'est déjà suffisant. Ensuite, on peut compléter, mais une fois qu'on a lu ces livres-là, derrière, on peut déjà commencer à bien pratiquer dans la copie, quoi. Parce que, de toute façon, on peut consommer autant de théories qu'on veut. Et c'est ça qui est assez fascinant dans le milieu du copywriting, c'est que c'est un truc où tu peux vite tomber dans l'infobésité pour consommer encore de la théorie. Alors oui, c'est super intéressant, en parler c'est super intéressant. On passe pour des mecs super intelligents ou tout ce que tu veux, tu donnes des théories de psychologie, tu fais ça, tu dis waouh, il est trop bon comme copywriter. Mais en fait, Weekend Access sur vidéo, quoi. Et Versailles, une vie de trouble. Ah, toi aussi ça bug? Ouais, mais en général, c'est que ça continue à enregistrer, non, c'est ça? Je sais pas. Normalement, ça met Euh, que oui, il y a un problème, mais ça continue à enregistrer. Normalement. Ok, bon, bah on va voir. Euh, mais en fait, vraiment le seul moyen pour s'améliorer en tant que copywriter, c'est juste d'écrire. Donc tu prends des théories, mais si tu te mets pas à les appliquer et à t'entraîner à écrire, et surtout, d'avoir des retours sur tes écrits pour comprendre là où tu diverges un peu de ton idée principale, tu vas pas t'améliorer en fait. Parce que le but du copywriting, c'est vraiment de faire passer des idées le plus simplement possible, des idées convaincantes. Donc si t'as l'idée, c'est cool, mais si derrière tu sais pas l'écrire de façon convaincante et la faire passer de façon simple et convaincante, euh, ta copie elle est ratée. Euh, et le meilleur moyen de faire ça, c'est tu l'écris. Moi ce que je fais, c'est que donc j'écris ma V1, le lendemain je reviens dessus, le surlendemain je reviens dessus, mais à chaque fois je la donne à relire. Parce que ce qu'on appelle la malédiction du savoir, hein, ce qui est toi des choses que tu vas expliquer qui te semblent logiques, les personnes en face, elles vont te lire, elles vont voir des choses qui ne sont pas forcément logiques pour elles. Et c'est justement ça qu'il faut réussir à corriger pour que ton texte, ce soit du beurre, quoi. Il y ait aucun moment où tu sortes de la transe parce que tu as un truc un peu moins logique que l'autre, que ce soit ultra fluide. Et ça, le meilleur moyen pour faire ça, c'est de se faire relire. Donc, et de pratiquer. Donc, euh, lire ses livres au début, oui, mais tout de suite pratiquer, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a une personne qui m'a contacté pour relire ma page. Et c'est vrai que moi, Mm. je suis pas du tout un bon exemple de copywriting. Pourquoi? Parce que je fais confiance à ma façon d'écrire, je m'inspire de quelques pages, je dis ce que j'ai dans la tête et ça vend ou pas, je vérifie rien derrière. Toi, est-ce que tu as déjà lu une de mes pages de vente? Alors, tu vois, c'est drôle parce que c'était quand c'était hier, donc le dimanche soir, je suis avec un groupe avec qui j'accompagne pendant 2 mois pour pouvoir savoir si ou non ils pourront rentrer dans Copyhouse. Et justement, on a parlé de toi, on a parlé de ta page. Euh, donc on l'a regardé vite fait et en fait je sais que alors je crois même qu'il y a un gars de mon groupe qui t'a contacté pour la réécrire, mais je suis pas sûr. Et je leur ai dit les gars, erreur. Pourquoi erreur? Oui, la page on peut carrément l'améliorer, mais non, c'est pas 80-20 pour lui. C'est pas non, vous allez pas lui proposer de réécrire sa page. Il y a aucun intérêt. Enfin si, mais c'est pas 80-20, c'est pas ce qui va apporter le plus de résultats.
Pourquoi? Parce que ta page fait le job, largement le job, euh, sur ton audience, sur une audience chaude. Ton audience chaude, enfin, limite, t'aurais même pu juste mettre un bon de commande avec ce qu'il y a dans ton truc, dans Audience Mastery, avec la garantie, avec quelques bénéfices, et t'aurais vendu pareil. Euh, Peut-être un peu moins, mais quasi pareil. Sur une audience chaude, vraiment, il y a quasi pas besoin de copywriting. Tu construis une relation avec ton audience, tu vends une audience chaude. Donc, c'est pas le 80-20, c'est pas le plus intéressant pour un copywriter d'aller dire, hey, salut, je peux réécrire ta page de vente. Bah non. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de copywriters, beaucoup de freelance copywriters. C'est de se cantonner à page de vente ou email, je te vends ça quoi qu'il arrive. Bah non. Réfléchissez un peu plus sur le business de la personne. Tu vois bien que il fait déjà beaucoup de ventes sur sa page. Pourquoi audience chaude? Il a créé une relation de confiance. Donc, est-ce que vraiment c'est plus intéressant de lui réécrire sa page? Non. Par contre, ce qui est intéressant, ça serait d'aller voir si il a une séquence de panier abandonné, il a une page d'upsell, il a du bruit. Il a une vidéo scriptée où il présente son truc. Une vidéo, ça pourrait être pas mal. Euh, Est-ce qu'il est présent sur d'autres plateformes? En tant que copywriter, voilà, il y a le ghostwriting maintenant, donc les copywriters, ils peuvent proposer ça. Donc c'est-à-dire que il a déjà une page de vente qui convertit, une audience qui est déjà présente quelque part. Bah, au lieu de lui proposer de réécrire ta page de vente, propose-lui d'écrire pour lui, soit dans sa newsletter, lui faire des emails automatiques, panier abandonné, d'écrire pour lui sur LinkedIn, Facebook, Twitter, de lui écrire des scripts pour les vidéos TikTok ou autres, mais ça sera beaucoup plus 80-20 pour lui, ça va lui apporter beaucoup plus de résultats que simplement réécrire sa page qui vend déjà. Donc, Hmm. c'est justement ce que j'ai dit un des gars hier. Franchement, les gars, non, réfléchissez vraiment 80-20 pour le client, tout le temps, le plus bénéfique pour lui. Et vous cantonnez pas juste à je suis copywriter, je vends des pages de vente ou je vends des emails. Tu vois. Ouais, bah écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai je trouve qu'il y a une relation qui est quand même assez personnelle avec une page de vente, surtout. Alors, si tu es une personne comme moi qui vend une formation que j'ai créée, bien évidemment, parce qu'il y a des personnes qui vendent des formations copier-coller, ça on en a assez parlé. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a quand même une relation perso avec ta page de vente. C'est toi qui essayes de faire passer un message. Et c'est vrai que quand tu as une personne qui arrive et qui te dit est-ce que je peux réécrire ta page, tu as l'impression qu'il vient un peu Dans l'intimité. dans ton intimité sans tu vois, avoir fait connaissance auparavant. Et je trouve que ouais, ce contraste-là est assez gros. Mais par contre, c'est vrai que ce que tu dis, c'est important dans le sens où, oui, est-ce que je suis sur plusieurs plateformes? Est-ce qu'il y a le panier abandonné, tu vois, il y a la séquence, etc. Ça, c'est des choses qui pourraient être améliorées, c'est clair. Mais euh, alors, la personne qui m'a contacté m'a demandé si la page était terminée pour la relire. Donc, ça allait. C'était pas je vais la réécrire. Ok. Donc, ça allait. Mais ce que je voulais dire, c'est, moi, il y a un truc qui prend vraiment du temps quand j'écris une page de vente, c'est que l'idée, elle est claire dans ma tête. Hmm. Mais après, il faut l'expliquer. Combien de temps tu prends à mettre une idée qui est claire dans ta tête sur papier? Et c'est quoi les étapes pour toi? Ok, alors on a tout un processus hein, comme ça. Et c'est là que tu te rends compte que bah, en fait l'écriture ça te prend... En fait pour donner un ordre d'idée, ma page à 13 000 mots, j'ai mis un mois à faire des recherches. Non, un mois et 2 semaines à faire des recherches et 2 semaines à l'écrire. Ok. Donc, et dans les recherches, bien sûr, ça comprend ces choses-là par rapport à l'idée. C'est-à-dire que au début, tu arrives avec une idée, tu as une idée, et ben ton objectif, ça va être de pitcher ton idée à d'autres personnes le plus possible, et tu vois comment les personnes réagissent. Qu'est-ce que les personnes te disent par rapport à cette idée, les objections qu'elles te donnent. Ça, tu notes tout. C'est très précieux. Et surtout, plus tu vas la pitcher, plus tu vas t'entraîner à la pitcher, plus ton cerveau, forcément, tu vas garder les choses les plus importantes. Les choses les moins importantes, elles vont, bah, tu vas les virer et tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Donc c'est beaucoup de pitch, beaucoup d'échanges. C'est pour ça, encore une fois, c'est le groupe de copywriters. Le copywriter, c'est un métier de groupe. Hein. C'est pas les copywriters qui travaillent seuls, ce ne sont pas des copywriters. C'est vraiment, c'est un métier de groupe. T'as une idée, le but c'est de la pitcher à d'autres copywriters, à fond, à fond, à fond. T'as des retours et tu affines ton idée. Et une fois que t'as ton idée claire, tu définis ta conviction, etc. T'as toute claire. Là, tu peux commencer à faire des recherches
et à commencer un peu à écrire. Et le but, c'est que un truc qui m'aide bien, moi, c'est de vraiment définir ma structure par rapport aux objections qu'on me donne. Tu vois. C'est-à-dire qu'on me donne plein d'objections, je les note, et forcément, j'ajoute ces objections sur une timeline de quand je vais en parler sur ma page. Tu vois. Et, et j'écris, le but, c'est de réussir à écrire idée par idée. Donc, tu peux organiser ça avec des H2. Je conseille tout le temps, c'est tu définis tes H2, tu dis ok, là sur ce H2, je vais parler de cet argument, développer cet argument, cet argument, cet argument. Et le but, c'est que à chaque fois, tu développes idée par idée pour créer ton idée globale et que justement, ça serve ton idée globale. Donc beaucoup d'échanges. Un truc qui est sympa aussi que j'aime bien, c'est je m'enregistre en note avec le téléphone, donc reconnaissance vocale, ok, je m'enregistre et reconnaissance et audio, donc je fais les deux. Audio parce que je m'enregistre, je pitch mon idée, ensuite je réécoute et tous les moments un peu qui sont un peu chiants, qui retombent un peu en émotion, qui sont un peu longs, qui sont un peu boring, je sais que c'est des choses à améliorer ou à supprimer. Et pareil en reconnaissance vocale, c'est-à-dire que tu pitches et derrière tu as le texte. Et sur le texte, ensuite quand tu le relis, bah, c'est pareil. Les moments un peu, tu dis ok, on avance pas trop, c'est un peu long, c'est un peu boring, etc. Bah boum, boum, c'est pareil, c'est à supprimer ou à changer. Parce que c'est pas assez émotionnel, c'est pas assez excitant, c'est pas assez intéressant. Intéressant. Intéressant, ouais. C'est quand même, pour moi, c'est un long process, surtout quand t'as pas de process comme moi, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est compliqué, comme tu dis, à faire une page de vente. Après c'est vrai que je me relis énormément seul. Et comme tu dis, je coupe énormément, dans le sens où des fois, je pars dans des histoires de 30 minutes sur ma personne et je me dis non, 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 ça sert à rien, c'est trop long, je vais trop loin, ça n'a rien à voir avec la formation. Donc ouais, je me relis personnellement, mais par contre, toi, ce que tu dis, c'est d'avoir un groupe. Est-ce que pour une personne qui vend un infoproduit, vend une formation, est-ce que tu penses que c'est intéressant de se mettre à plusieurs, c'est-à-dire plusieurs personnes qui vendent des formations, même dans différents milieux, et de s'entraider là-dessus, relecture de page de vente, etc. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pour ça que euh, tu vois, on a Copyhouse, mais on a Copyroom, et dans Copyroom, on n'a pas que des copywriters. On a des infopreneurs, on a des agences marketing, de SEO, on a Romain Pirotte, tu vois, on a des gens qui viennent pour avoir des relectures sur des pages, sur des emails, euh, parce que bah, ils ont compris l'intérêt, tu vois. Donc oui, totalement, totalement. C'est Est-ce vraiment que, pas que fait pour les copywriters. est-ce que tu peux expliquer la différence entre Copyhouse et Copyroom? Yes, ben en fait, Copyhouse, je veux vraiment que ce soit un truc très sélectif. Donc, pour rentrer dans Copyhouse, faut le bon profil. Donc, je veux pas des personnes avec des gros égos, etc. Des personnes forcément expérimentées. Euh, et bah, si la personne fit, derrière, elle peut rentrer. Elle passe aussi un programme pour valider ses compétences. Euh, on n'hésite pas aussi à virer une personne, à couper son abonnement si finalement ça s'avère que elle, elle a pas la bonne mentalité. Euh, donc le but c'est vraiment que Copyhouse soit une référence un peu sélective de copywriter. Euh, et Copyroom c'est vraiment tu vois, bah c'est le même principe, c'est notre produit à moins de 100 euros à l'année en promotion pour justement faire connaître notre concept à tout le monde. Tu vois, c'est le concept de relecture, le concept de copy où on partage toutes les infos. On a un coaching par semaine. Je paye un copywriter de Copyhouse pour faire ce coaching. Et il y a ce principe de relecture. Donc Copyroom, c'est vraiment le truc pour toutes les personnes qui ont besoin de copywriting, qui veulent euh, bah, profiter des relectures, d'un coaching par semaine avec un copywriter et forcément bah, plusieurs supports de formation, quoi. Donc c'est vraiment l'accès, c'est un peu le produit d'appel, Copyroom, un peu pour nous Ok. faire connaître. On over-deliver beaucoup, beaucoup, beaucoup dans Copyroom euh, pour nous faire connaître. Ok, moi j'ai une question maintenant qui m'intéresse, c'est tu travailles chez Agora, donc tu es embauché chez Agora en senior copywriter, et tu as Copyhouse et Copyroom, et tu passes pas mal de temps sur Twitter. Comment tu manages ton temps? Et tu sais pas tout. Qu'est-ce que tu fais à côté? Non, T'as bah un je fais compte aussi. OnlyFans?
Ah merde. Non, 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 je suis aussi parti chambre de commerce franco-Israël, non, Hauts-de-France-Israël. On vient de racheter un business avec un expert d'Agora, un compte Instagram qu'on va développer. Bon, ça, du coup, moi, je le délègue. Je suis plus là en tant que consultant et c'est ma copine qui bosse pour moi maintenant dans Copy House qui va bosser à fond sur ce business. Mais comment je manage mon temps, donc Twitter, en fait, Twitter, ça me prend quoi? Ça me prend 15 minutes pour écrire mes tweets du lendemain. Je les programme, ça va super vite. Euh, et puis après, bah c'est tout, hein. Je suis à fond pour Agora toute la journée. Et Copy House, bah, je le gère sur mes heures out, donc c'est-à-dire très tôt le matin ou tard le soir, le week-end, tu vois, comme hier par exemple, dimanche soir. Euh, J'accompagnais les gens sur un coaching. Ouais, je prends pas de vacances, pas de jour de repos. Je me suis pété la cheville là, je suis avec mon attel, euh, on bosse quand même. Enfin, non, c'est vrai que je suis à un moment de ma vie où depuis 1 an et demi, 2 ans, je carbure beaucoup, 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 beaucoup pour développer tout ça. Et bah voilà. Et ça se passe mentalement, physiquement? T'es assez passionné pour ne pas prendre la... Ouais, je me suis fait surprendre une fois quand même. Je me suis fait surprendre une fois à accepter, à vouloir aider un pote sur un business annexe qui m'a pris beaucoup trop de temps par rapport à ce qui était prévu. Et j'ai dû tout couper pendant 1 jour et demi, 2 jours. J'étais une larve, je savais plus rien faire. Un gros burn-out, enfin je sais pas si c'est un burn-out, mais je pouvais plus rien faire. Mon cerveau il explosait, limite je tremblais, j'avais des larmes qui tombaient, enfin horrible. Donc je pense que ma limite c'est bon, là je la connais. Mais non, ça se passe, je suis très motivé, je vois très long terme. Euh, et puis de toute façon, Copy House, c'est vraiment un truc. Les gens savent que c'est mon side business dans le groupe. Ils savent très bien. Ça m'empêche pas d'over-deliver énormément dedans, hein, sur mes heures libres. Mais ils savent que c'est mon side business. Ils savent que à des moments, quand je suis vraiment en écriture hard de page de vente, bah, là où le week-end je bossais pour Copy House, bah, je bosse à fond pour Agora aussi, pour vite sortir ma page de vente et voilà, donc les gens le savent. Euh, et ça se passe. Après, c'est avantageux pour eux dans le sens où, pour moi, une personne qui fait que de la création de contenu, au bout d'un moment, tu te perds et t'as plus rien à dire, pardon. Parce qu'il Mm. faut quand même faire des choses, créer des business, créer des pages de vente, tu vois, pour des clients comme tu le fais, pour avoir certaines choses à dire dans ta formation. Si un jour tu fais que de la formation, que de la vente de produits, t'as plus rien à dire. Tout simplement, tu vas tourner en rond, donc c'est plus intéressant pour eux. Donc tant mieux que tu arrives à faire ça à côté et que eux comprennent que tu passes du temps aussi pour Agora. Et il y a combien de personnes dans Copy House? Alors Copy House, alors on était une quinzaine, mais là suite au dernier programme, on est monté à une vingtaine, 20-25. Et Copy Room, on est à peu près 250. On tourne à peu près là-dessus. Ok, donc pas mal de personnes qui suivent Charles. Et ça rejoint ma question. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi, Twitter? Pourquoi tu t'es lancé sur Twitter et quand tu t'es lancé? Alors franchement, j'ai horreur des réseaux de base, mais vraiment horreur. J'ai jamais rien développé. J'ai essayé quand j'avais mon agence CMMA de développer un compte Instagram. Moi, ça m'a saoulé. J'ai horreur de ça. Euh, les gens qui se commentent entre eux pour l'algorithme et tout. Moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Je suis trop. Enfin, je sais pas. J'y arrive pas, tu vois. Euh, et ça, j'y reviendrai parce que c'est surtout LinkedIn où j'ai du mal à commenter. Mais Twitter, en vrai, c'était la période où c'était quand? C'était 2022, début 2022. Début 2022, je reprends mon compte. Je me dis, bon, en vrai, Twitter, si je dois développer un compte, je suis copywriter, je dois juste écrire, c'est court, je peux me tenir à envoyer 2-3 tweets par jour. Et je me suis prêté au jeu. Je me suis vraiment prêté au jeu de dire, vas-y, allez, tous les jours, j'envoie ça, 2-3 tweets par jour. Euh, et j'ai. En fait, je suis tombé amoureux du process, c'est-à-dire que je me suis dit, bah vas-y, je continue. Et vu que c'était que écrit, bah j'ai kiffé. Et surtout, c'est que je pouvais écrire beaucoup.
C'est-à-dire qu'au début, j'ai envoyé des threads, mais des threads qui faisaient 2000 mots, quoi. Enfin, c'était des articles, le bazar. Tu vois, sur TweetHunter, ou au début, j'avais TweetHunter, maintenant j'avais Fury, mais euh, euh, enfin, t'étais limité. Tu vois, le nombre de tweets sur ton thread était limité, je pouvais pas continuer. Bah, j'ai dû faire un double thread de thread pour pouvoir continuer tellement le bazar il était long. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a fait décoller. Euh, Parce que j'ai fait des threads, c'était des formations, les trucs. C'était des formations et moi j'adore ça. J'adore. De toute façon, je garde quasiment rien euh, pour mes formations. En fait, mes formations, c'est pas une formation, c'est un accompagnement. Ce qui fait que toute ma valeur, tout mon savoir, je peux le donner gratuitement, je peux le donner sur les réseaux, tu vois, je m'en fous. Je sais que de toute façon, les gens, si c'est gratuit, ils appliquent pas, en plus. Et ce que les gens, ils veulent, c'est un accompagnement. En plus, si c'est une personne qui qualifiée, qui bosse dans le milieu, bah, c'est ça qu'ils veulent. Donc, ce qui fait que, sur les réseaux, j'ai pu me plaire à me dire, bah, Charles, en fait, t'as aucune limite. T'as aucune limite, vas-y, donne tout. Donne tout. Et Twitter, le côté que de l'écrit, c'est rapide. En plus, avec TweetHunter ou avec Fury, tu programmes, c'est ultra simple, ça va vite. Ben voilà, j'ai gardé ce process de 2, 3, 4 tweets par jour depuis 2022. Mon conseil copywriting du jour depuis 2022, j'ai juste gardé ce process. T'avais combien d'abonnés au début? Bah, j'ai démarré, j'avais zéro. J'avais zéro Zéro, donc sur. t'as commencé en 2022. Ouais. Ok. T'as- Il me semble que. Est-ce qu'on s'est retrouvé un moment dans un groupe WhatsApp? Tu faisais partie d'un groupe WhatsApp, toi, non? Ou pas? Parce que je sais que j'avais pas mal de. Non, ouais, il y avait quelques personnes qui étaient dans des groupes WhatsApp. À l'époque, il me semble que c'était début 2022. Parce que moi, du coup, j'ai Ok. commencé en 2021. Ok. Donc, t'es arrivé un an plus tard. Et là, t'as Ouais. plus de 10 000 abonnés déjà. Ouais. Bah, déjà, je prends du temps, hein. Genre, en fait, bon, tu le sais, hein, sur la création de contenu, c'est aussi pour ça que je veux aussi rejoindre ton programme direct sur Audience Mastery, parce que tu es très bon là-dedans. Euh, mais il y a trois types de contenu. Tu as le classique tofu, mofu, bofu, et le tofu, c'est ce qui va te ramener énormément d'abonnés, contenu viral, etc., mais pas des abonnés qualifiés. Et j'ai du mal à faire ce type de contenu, et parce que je ne m'éclate pas à en faire. C'est pour ça que quasiment tous mes contenus tofu, j'ai payé des ghostwriters, des copy house pour m'écrire mes threads tofu, parce que j'avais la flemme. Euh, et vraiment, je m'éclate juste à faire du contenu limite mofu bofu, mais plus vraiment axé sur la copie. Je donne des conseils, des trucs techniques, etc. Où là, vraiment, je m'éclate à donner de la valeur. Mais faire, raconter des histoires pour que ça parte viral, euh, franchement, j'ai du mal. Je me force de temps en temps, mais la plupart, j'ai payé des ghostwriters pour le faire. Donc, voilà. C'est beau ça. En vrai, c'est une bonne technique parce que c'est la même pour moi, tu vois. J'ai testé plusieurs choses juste pour tester l'algorithme. Et tu vois, quand tu fais du chat GPT mort, etc., tu pourrais faire ça tous les jours, prendre à fond des abonnés. Ouais. Mais moi, clairement, depuis le début, j'ai fait quelques contenus comme ça, mais j'aime pas. Parce que déjà, premièrement, ça t'amène des gens, ça t'amène des haters. En fait, Oui. j'ai remarqué ça, c'est quand c'était principalement avec Délocalise, où Délocalise, c'était Stéphane qui s'en occupait, et lui, franchement, il est vraiment bon parce qu'il Il a est bon. compris l'algo rapidement. Et il a fait que des tweets, mais des tweets qui explosaient. Et à partir du moment où ça explose, t'arrives dans le feed de personnes qui n'ont rien à faire avec ta mentalité, avec ton monde, et là, tu te fais insulter de tous les côtés. Tu te fais Mm, mm. insulter, les gens t'insultent, mais vraiment violemment. Et du coup, je vois pas vraiment l'intérêt, parce que comme tu dis, ok, de temps en temps, tu dois toucher plus de personnes pour éventuellement toucher 10-20 personnes qui vont être là jusqu'au bout. Mais faire du contenu de qualité, comme tu le dis, tu vas faire du contenu où tu partages tous les jours sur le copywriting, ou alors tout simplement faire du contenu du coup authentique, comme je le dis, c'est parler de toi, tu vois, tout simplement, partager des trucs, poser des questions personnelles, etc. Je trouve que c'est le plus intéressant et c'est là que tu as les meilleurs retours. Tu as les gens les plus cool qui te contactent, c'est là où tu as des personnes énormes qui te contactent en DM parce que tu parles de surf et ah ouais, moi aussi je fais du surf, tu t'habites où, t'es à Bali, bah allez, viens, on se voit de temps en temps, etc. Et donc ouais, donc je te rejoins là-dessus, c'est que le contenu viral, c'est vraiment pas cool à faire et tant mieux que tu aies pu avoir des ghostwriters là-dessus, quoi. Ah ouais, bah ouais, je leur dis, les gars, moi, s'il y a quelqu'un qui veut me faire mes threads, je les paye 75 euros de thread. Allez, vous m'écrivez, vous me l'envoyez, 75, 100 euros en fonction de la longueur.
50 pour des petits, enfin bref, on s'arrange. Ils me l'écrivent, ils me l'envoient, boum, ça part. Et, euh, et en plus, le tofu, ça a même pas besoin d'être des longs threads, quoi. Enfin, c'est des threads, le but c'est que ce soit viral, quoi. Donc, alors, une stratégie parfaite, il en faut quand même un peu, parce qu'au final, c'est ce qui va permettre de développer tes abonnés, ça te donne de la crédibilité, tu peux avoir des marques qui te contactent, tu peux avoir des gros partenariats par rapport à ça, mais c'est pas là, c'est clair. Genre, un coup, j'avais eu un tweet, il avait fait quoi? Il avait fait 15 000 vues ou 20 000 vues. Je vendais mon kit, c'était l'année dernière, je le vendais à 7 euros l'année dernière, il y avait quelques trucs en plus. Euh, Juste avec un truc à 7 euros, j'ai fait 1 300 € juste avec ce tweet. Il est parti viral parce que c'était un tweet beau fou. Je donnais de la valeur, c'était un tweet beau fou. À côté, euh, j'ai eu pareil. À un moment, je me suis dit, oh vas-y, j'en ai marre, je suis jamais viral, moi. Tu sais, à un moment, tu sais, tu déprimes un peu, tu te dis, oh vas-y, je Ouais. fais avec mon compte, vas-y, je tente un peu tofu. J'ai fait un thread sur les séries Netflix à regarder en tant qu'entrepreneur. Le truc, voilà. Le truc, il a fait 1 million, 2 millions de vues, je sais plus combien. Je me suis fait insulter dans tous les sens, j'ai pris 3000 abonnés en 2 jours. Enfin, voilà. Et par contre, en business, allez quoi, 50 €, c'est tout. Ouais. C'est... Ap- Après, il faut voir sur le long terme. Est-ce que ces 3000 abonnés vont rester? Mais par contre, Ah non, peut-être que dans ces 3000 abonnés, tu as peut-être 200 qui vont potentiellement acheter tes produits. Mais c'est ça, ça. tu le sais pas, c'est difficile à calculer, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant. Et du coup, là, bah, une autre question que j'ai par rapport à Twitter, c'est quoi Charles avant et c'est quoi Charles après Twitter? Bah, en fait, ça m'a décomplexé par rapport aux réseaux sociaux. Donc j'ai horreur de ça. Et maintenant, bah, Twitter, ça m'a motivé à... Alors ça m'a motivé. Je suis toujours pas très motivé. Enfin, je suis toujours pas très. Ah, là, c'est le temps, hein. J'atteins ma limite, mais j'essaye d'attaquer LinkedIn. J'essaye d'attaquer les vidéos shorts. Je me suis motivé pendant 3 mois les vidéos shorts. J'ai abandonné depuis. Il faut vraiment que je reprenne. Tous les jours, je me dis ça. Je crois que j'avais 6000 abonnés sur TikTok. Il faudrait que je continue. Euh, mais juste le temps. Mais surtout, ça m'a décomplexé. Genre par rapport aux réseaux sociaux. Ça m'a dit, ok, en fait, tu sais le faire, t'es capable. C'est pas si terrible que ça. Mets de ta tête. Euh, et, euh, et voilà. Hmm. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que Twitter, pour moi, c'est un des... bah, ou LinkedIn, tout dépend de quel type de Mm, personne t'es. Mais quand même, Twitter, avec les tweets courts, je trouve que c'est le plus abordable pour tout le monde dans le sens où tu t'as pas grand-chose à faire. Tu as une idée qui te passe par la tête, tu l'écris, tu la publies. c'est ça. Et moi, les tweets qui marchent le mieux en général, c'est vraiment je marche, j'ai une idée, je l'écris, je la publie. Et c'est pas les trucs où je réfléchis pendant 15 ans, tu vois, ok, quel C'est type ouf. de tweet je dois faire. Et en gros, je trouve ça vraiment cool parce que c'est Naval Ravikant qui parle de ça dans le sens où il dit que grâce au tweet, il se remémore les choses beaucoup mieux. Dans le sens où son Twitter, c'est un peu son journal intime, business bien évidemment, moins intime que ton journal intime, mais moi c'est le cas. Dans le Mm, sens où à chaque fois j'ai des idées, je les écris, je les publie. À chaque fois j'ai des idées un peu longues, je les structure, je les mm. publie. Et ça me permet d'apprendre beaucoup plus vite. Et je sais pas si c'est le cas pour toi, mais Twitter déjà, ouais, c'est facile d'accès parce que tu as juste à écrire, tu n'as pas à créer des vidéos, tu n'as pas à écrire des scripts, etc. T'as pas de minimum de mots comme le SEO avec un blog. Tu publies rapidement et en plus ça t'aide sur le côté journal intime. Totalement. Totalement. Tu peux tout à fait prendre cet axe parce que t'as beaucoup de personnes qui vont te dire, oui, mais moi j'ai rien à dire. Si, t'as forcément un truc à dire. Si tu veux te lancer en ligne, t'as forcément des trucs à dire, soit par rapport à ton apprentissage que t'es en train de faire, le building public que tu peux faire, euh, t'as forcément des choses à dire. Donc, il faut juste pas avoir peur d'en parler. Et Mm. en fait, ça va connecter avec plein de personnes qui sont dans la même situation que toi. Donc, Ouais, exactement. Et comme tu dis, il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont rien à dire, mais c'est Peter Levels qui dit ça dans son livre Make, où en gros lui il explique voilà, comment créer un SaaS, c'est qu'il faut résoudre ses propres problèmes. Et il dit si tu n'as pas de problème euh, assez spéciaux, c'est-à-dire tu as des problèmes originaux et pas tu as de monsieur tout le monde, c'est que ta vie n'est pas originale. Et à ce moment-là, fais des choses cool dans ta vie. Je fais un nouveau sport, voyage, change de métier, apprends quelque chose de nouveau. Mais pour moi, c'est le truc. Si vraiment tu penses ne rien avoir à dire, c'est peut-être que dans ta vie, il faut faire autre chose. Ou
faire des nouveaux trucs. Je vais Et je commencer sais à pas. engager quelque chose, ouais. Ouais, clairement. Clairement. Et du coup, Copy House et Copy Room, ça existait pas avant Twitter ou ça existait? Copyroom, non. Copyhouse, oui. Copyhouse, c'est-à-dire que alors on a créé Copyroom justement parce que je me rendais compte que j'arrivais pas à recruter dans Copyhouse pour pouvoir délivrer des clients entrants. Euh, et parce que je voulais vraiment garder ce côté un peu élitiste. Euh, je voulais pas que ce soit une formation où salut, je vends au maximum de monde, non pas du tout. Et par contre Copyroom, c'est arrivé justement pour pouvoir permettre comme une rampe pour pouvoir accéder à Copyhouse. Et donc Copyhouse, en fait, son ancien nom c'était La Guilde. Donc je l'ai créé en 2020, fin 2019-2020. Je l'ai créé très rapidement parce que je voulais tout de suite. En fait, j'aimais pas être seul en tant que copywriter. On se relisait déjà un petit peu sans savoir que c'était le truc conseillé par Agora, le truc. Donc c'est-à-dire qu'on se relisait déjà en groupe. On était 3, 4, 5 dans la guilde 2020, 2021. On est resté 4-5, pas plus. Et c'est en 2021 que ça a explosé du coup. Et c'est là que justement en 2020, non, 2022, 2021, je sais plus, Copyroom. 2022 Copyroom? Je sais plus. Bonne question. Je sais plus. Non, non, début 2022 Copyroom. Moi, je sais plus. Qu'on a créé Copyroom justement pour pouvoir rentrer dans Copyhouse. Mais avant, ça s'appelait la Guilde. On était un petit groupe. Voilà, je leur partageais des missions que je pouvais pas prendre. On se relisait entre nous. C'était cool. On s'appelait toutes les semaines, une, deux fois par semaine. Et, euh, et voilà. Et tu les trouvais où ces personnes? Le réseau, des contacts de contacts, des formations communes, quand on échange en groupe dans des formations. Ça c'est ouf, hein, mais en fait, toutes les précédentes formations que j'ai faites, la plus grosse valeur que j'ai eue au final sur le long terme, c'est le réseau que j'ai fait, quoi. C'est ouf, Ouais. mais c'est toujours pareil. Ça m'a ouvert des portes parmi les plus grands youtubeurs de France, le, 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 la chambre de commerce France Israël, Agora, parce que Agora c'est Live Mentor, c'est Live Mentor, j'ai connu Agora, parce que j'avais pris la formation copywriting aussi. Euh, c'est vraiment le réseau. Genre, De toute façon, c'est simple. Regarde, aujourd'hui, tu vois, on n'est pas énormément dans Audience Mastery parce que c'est le début. Là, bon, peut-être que les portes vont réouvertes quand on publiera cette vidéo, mais en gros, aujourd'hui, il y a qui? Il y a Romain Pirotte et toi dedans. Il y a peut-être d'autres personnes, j'ai pas encore regardé, mais tu vois, Romain Pirotte, qui est quand même énormément SEO, tu vois, il a quoi? Il a 9000 abonnés, toi, tu en as plus de 10 000. En gros, le fait d'être dans ce Discord-là, ça te rapproche énormément des autres personnes. Où la personne est à un DM près de rentrer en contact avec toi et de potentiellement, tu vois, te donner quelque chose. Tu vois, si on parle de... c'est quoi déjà? C'est quoi le livre? influence, Manipulation. Ouais, influence et influence et manipulation, ouais. manipulation, le principe de réciprocité, tu vois. Voilà, si la personne t'offre quelque chose, elle vient vers toi, elle t'offre des services ou peu importe, tu vas pouvoir rentrer en contact très rapidement avec elle. Et cette personne, en gros, peut voilà, devenir pote avec toi potentiellement, tu vois. Et c'est un truc à travers Twitter qui n'arrivera pas, ou alors plus difficilement, parce qu'à travers Twitter, c'est pas tous les jours que tu vas ouvrir tes DM ou tu vas vraiment répondre aux gens de la même façon que tu ferais dans un petit Discord renfermé comme ça. Mm. Et moi, je trouve que, comme tu dis, ces formations, le stress qu'acheter la formation d'une personne, tu vois, aux États-Unis, moi, ça m'a permis de rentrer en contact avec la personne directement. Tu vois, Gaël Breton de Authority Hacker, une formation SEO, et bah, le fait d'être dans cette formation, quand je suis allé à Chiang Mai, on a pu discuter ensemble. Et ce gars-là, je lui ai envoyé un message sur Twitter plus tard et il me répondait tout de suite. Et je suis vraiment d'accord avec toi, le fait que ouais, rentrer dans des formations, ça te rapproche et du formateur directement et des personnes aussi qui sont dedans qui vont potentiellement exploser. Donc ouais, il y a toujours un avantage à ça. Totalement, totalement. Et c'est pour ça que, euh, perso, c'est pour ça que j'ai pas hésité. J'ai vu que tu sortais un truc, un groupe. J'ai fait, juste go, en fait. Ouais. Parce que, juste le réseau. Et puis, ouais, alors le réseau, et puis bien sûr sur la création de contenu, hein, mais je suis certain que ça va être très bénéfique pour moi, quoi. Ouais. Et bah, je l'espère en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où je te rejoins aussi, où tu as sorti la guilde.
Donc c'était la guilde qui est devenue du coup Copy House. Je te rejoins là-dessus dans le sens où des fois t'es vite très seul quand tu Hmm. bosses en ligne, quand tu bosses sur tes trucs. T'es vite très seul et plus tu évolues vite, plus tu t'enfermes un peu dans ton coin. Et moi, c'est un peu aussi ce que j'ai voulu recréer avec ce que je suis en train de faire. C'est que là, aujourd'hui, c'est accessible à tous, mais j'aimerais quand même vraiment créer un petit groupe fermé. Et ça Hmm. va arriver plus tard, avec des personnes sélection à l'entrée. Et ce groupe-là, ça va être un groupe, on va suivre pendant 5 ans. 5 ans sur tout ce qu'on va faire et ça va être de l'entraide à fond. Parce que pour moi, il y a un moment où tu as besoin d'avoir un groupe. Tu as toujours besoin d'avoir ce groupe pour avancer. Et plus tu avances en compétences, plus tu avances dans le temps, plus des fois tu te sépares des premiers groupes et tu as C'est ça. besoin d'un nouveau groupe. Et toi, ça t'a énormément aidé, cette guilde? Ouais, bah totalement, totalement. C'est le fait de pouvoir échanger, c'est de l'échange de connaissances tout le temps. Juste quelqu'un il te parle de sa problématique. Toi, t'as la solution, tu lui donnes et inversement. C'est un Ouais, gain de temps monstre sur plein de choses. C'est de la mise en relation, c'est-à-dire le client de ton pote peut devenir ton client si derrière vous faites une offre combinée. Si vous développez une offre ensemble, lui il peut te parler de toi, toi tu parles de lui. Euh, c'est de la, c'est vraiment un effet multiplicateur. C'est un pont en plus, une connexion en plus, c'est des branches et c'est multiplicateur. Donc, et puis oui, rien que le fait que c'est très engageant aussi. Tu, si tu te dis par exemple toutes les semaines à telle heure, tu te retrouves et puis on fait le point sur la semaine, on échange entre nous, qu'est-ce qu'on a fait, nos problématiques, nos victoires, etc. Bah, t'as pas envie d'être celui qui va arriver et qui va dire bah moi j'ai rien, tu vois. Donc clairement. Clairement, ouais, t'as ce truc de, comme on disait, build en public, du coup, créer quelque chose, avoir un projet, un défi en public, qui aide énormément sur le fait de voilà d'être redevable à ta communauté dans le sens où tu dis ok mon objectif c'est aller admettons atteindre 1000 euros par mois dans 6 mois, tu dois poster tous les jours et tu dois donner des résultats parce que si tu fais rien tu peux rien publier, les gens vont te le dire. Et le fait d'avoir un petit groupe un peu plus fermé comme ça avec lequel tu partages des projets un peu plus perso ou différents avec ta communauté, ça pousse aussi énormément à atteindre des objectifs plus rapidement. bah, totalement. Totalement. C'est le fait de s'engager auprès des gens, c'est le truc qui m'a toujours le plus, on va dire, motivé à avancer. C'est-à-dire que, en plus, moi, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup dans l'urgence, donc je me fous des deadlines quasiment tout le temps impossibles à tenir. Mais ce qui fait que ça me permet d'avancer quoi. Parce que sinon, je procrastine beaucoup et je bosse dans l'urgence, donc je sais que je dois le faire. Je me donne des deadlines impossibles pour mes pages de vente, pour tout, pour des choses sur Copyhouse. Ça fait un mois que je dis que je dois faire un truc, bah boum, je me dis bah ce soir je l'ai fait. Dernièrement, le dernier truc c'est-à-dire moi j'ai un autre objectif, c'est d'écrire un livre. Ça fait un an et demi que j'y pense, et jamais je me suis dit bon, je me suis jamais dit quand vas-y je vais commencer à l'écrire. Bah il y a un mois ou il y a 2 semaines, je me suis dit bah vas-y, je fais un tweet là-dessus, 2024 je sors un livre. Bah, c'est fini. Les gens, ils sont au courant, ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit et tout, ah ouais, sur quoi et tout. C'est fini. Je sais que 2024, je dois le sortir. Écrire un livre, je pense que c'est énorme, mais une fois que tu l'as fait. Alors, moi, j'ai déjà écrit un livre, mais dans le sens où j'ai suivi une formation de publishing Oh, ok, sur Amazon qui était hyper intéressante. cool. Et j'ai pas écrit le livre, mais par contre, j'ai fait toutes les recherches en amont, c'est-à-dire créer toute la structure du livre, rechercher, enfin bref, tout ce qu'il y avait à mettre dedans. J'ai payé une personne qui a écrit, ou en tout cas qui a connecté toutes les infos. Et je trouvais ça hyper intéressant à faire. Mais par contre, si tu le fais en perso, tout dépend le sujet du livre. Si c'est un sujet, tu vois, plus perso, ou si c'est un sujet, comment créer la meilleure page de vente, tu vois, typiquement, c'est différent. Mais pour moi, c'est un projet qui est magnifique. Hmm. Et je pense que le résultat peut être pas mal dans le sens où on l'a vu avec plein de personnes, que ce soit Russell Brunson, que ce soit, tu vois, Alex Hormozy qui l'a fait. Hmm. En France, t'as qui? T'as Christopher Van Gun, t'as Stan Leloup qui l'a fait. C'est libre. Ça, ouais, ça te débloque aussi une autre audience qui est peut-être pas en ligne, beaucoup Hmm. plus, tu vois, à lire des livres et du coup, tu deviens beaucoup plus mainstream rapidement. Donc, ça peut être beau. Et t'as déjà le sujet du Ah livre? oui, 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 c'est que en fait, ça va être copie, mais copie marketing direct, copie un peu avancée.
C'est-à-dire que tout ce qui est copywriting avancé se trouve en anglais aujourd'hui. Il n'y a rien en français, absolument rien. C'est que du contenu adressé à tout le monde pour justement démarrer dans le copywriting. Moi, je veux vraiment faire un truc avancé. Pas pour démarrer le copywriting, mais pour approfondir ses connaissances en copywriting. Et ça va être vraiment sur, oui, la copie longue, les fondamentaux, la big idea, le mécanisme, tous mes secrets. Enfin, je veux que le livre, c'est simple, il fasse le même effet que 100 M offert et que ça fasse un effet. Mais en fait, il y a tout dans ce livre. Et je veux que ça fasse ça. Donc, sur le copywriting. Parce que de toute façon, je m'en fous. Moi, je veux Copyroom et Copyhouse, c'est vraiment juste un collectif. C'est un collectif. Mes connaissances sont gratuites. Enfin, voilà, quoi. Je te rejoins à 100%. Dans le sens où, moi, c'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi. Tu vas pas d'écrire un livre tout de suite, mais dans l'idée où j'ai envie de donner tout gratuit. Mais par contre, tout va être structuré dans la formation. Oui. Tu vois, dans le sens où, voilà, s'ils accèdent à la formation, c'est structuré. Mais par contre, l'accompagnement, je trouve ça beaucoup plus cool. Parce que, comme tu dis, c'est un truc que tu peux pas filer à tout le monde. Et le faire en bulk, d'avoir tout le monde qui est autour de toi et tu puisses les accompagner, je trouve ça bien. Et de tout donner gratuitement. Et tu vois, il y a 3 livres, bah, tu les vois ici. C'était ceux de Russell Brunson, que je trouve dingue, moi, les 3. Et pareil, comme tu dis, sans M offer, tu as le livre dont je parlais tout à l'heure, celui de Peter Levels, qui est ouf. Parce que c'est pas ultra complexe, c'est ultra simple. Mais en fait, avec ce livre, il a juste donné tout ce qu'il y a dans sa tête, toute sa stratégie et la vision du business, comment s'y prendre étape par étape, il me semble 4 chapitres. Et le livre est parfait parce qu'en fait, c'est un peu une FAQ, une énorme FAQ de toutes les personnes qui les suivent. Et du coup, si tu as une question, tu peux pas contacter ce gars-là. Par contre, tu t'achètes son livre et tu auras toutes les réponses. C'est intelligent. Et toi, du coup, toi en copywriting avancé, je pense que ça va encore plus aider toutes les personnes qui ont besoin de ces informations, tout simplement. Ouais, on va essayer de tenir les délais, on va essayer de tenir l'objectif. Je trouve ça trop bien. J'avais sorti, il y a un défi aussi, c'était il me semble début 2021, où j'avais dit l'année prochaine, j'ai envie d'aider 25 personnes à atteindre 2 000 euros par mois. Et je me souviens que quand tu fais un tweet comme ça, il y en a beaucoup qui se mettent une alarme. C'est un rappel où dans un an, ils reçoivent l'alarme et ils vont checker si tu as vraiment suivi ou pas. Et je trouve que ça met une petite pression. Et je me souviens m'être mis une énorme pression, avoir posé la question, du coup, avoir envoyé un formulaire à tous les membres de ma formation pour vérifier où on en était aussi. Et donc savoir si j'avais atteint cet objectif ou pas. Donc ça, c'était assez cool. Ouais. Donc, le futur pour Charles, c'est écrire un livre. En 2024, il va être publié. Ouais, j'espère. Oui, il faut. Le but, c'est de le commencer cet été. Je me dis, un livre, c'est quoi? J'écris une page de vente, c'est 13 000 mots. Un livre, c'est quoi? C'est 30 000 mots. Allez, c'est 3 pages de vente. Ouais, c'est ça. Pour te dire, dans la formation, c'était, il me semble, un minimum de 28 000 mots et quelques pour que le livre ait un certain nombre de pages et que tu puisses le mettre dans Audible et qu'il ait un minimum de $9, il me semble, de prix d'achat. Donc c'est ça, ouais, 30 000 mots, t'as un livre. C'est pas énorme. Ouais. Ouais, non, je me dis, ça peut aller vite. Je mets 1 mois et demi pour écrire, avec les recherches et tout, une page de vente. Et il me faudrait 4 mois. Sans les relectures, parce que la relecture d'un livre, ça doit être quelque chose. D'ailleurs, je veux bien le lien, je suppose que tu vas le partager, mais le lien de la formation Amazon. Ouais. Il me semble que ils sont renommés AIA. Je vais voir. Je vais regarder en même temps. Ouais, c'est ça. AIA Publishing, il me semble. C'est 2 jumeaux qui ont sorti ça. Alors non. Ça, c'est quelqu'un qui a racheté le nom de domaine. Je te le donnerai, je le mettrai ici tout simplement. C'est une des personnes que j'avais interviewé au tout début, Arnaud, qui lui avait suivi cette formation et du coup il est retourné dedans. Il fait des sommes astronomiques tous les mois, mais lui c'est en anglais. Mais en gros, eux quand ils avaient sorti ça, c'était 2 jumeaux qui étaient à Bali. En gros, ils avaient sorti ça, c'était un business un peu du dropshipping,
de livres sur Amazon. Mais dedans, tu as tout expliqué de A à Z, comment faire tes recherches, aller sur Quora et Reddit, essayer de trouver, tu vois, le persona, le type d'avatar des personnes qui vont lire ton livre, faire la liste, faire la structure, utiliser le bon logiciel Hmm. pour structurer ton livre et mettre en page. Et c'est assez intéressant. Moi, j'avais sorti un livre. Je, franchement, j'avais pas mal vendu, c'est ça qui est marrant. Même si à la fin, je m'étais fait dégommer avec les reviews. Parce que, Ah ouais? il y avait un. En gros, il y avait. Moi, c'était un livre sur la nutrition. Ok. Et, euh, et si tu veux, j'avais payé une personne sur Fiverr pour faire le programme. Comment t'appelles ça? Le meal D'accompagnement. plan. Ok. Et en gros, tout le livre était bien. Mais le meal plan apparemment était affreux. Genre, il devait Merde. manger un biscuit et 3 graines à midi et les gens ils disaient que ça suffit pas, qu'ils avaient la dalle, etc. Donc ouais, je m'étais fait dégommer là-dessus. Mais c'était quand même Bah, intéressant c'est une bonne quoi. Publier expérience. un livre. Ouais, clairement. Clairement. Bah ouais. Objectif ça. Et puis continuer de continuer d'écrire, essayer d'avoir d'autres pages qui font parler les Américains. Voilà. Eh ben, écoute, je te souhaite. De toute façon, je pense que tu fais déjà un boulot énorme. Et merci, merci pour ton temps, parce qu'il y a pas mal de choses à prendre dans Mm, cette conversation. Énormément sur le copywriting. Moi, c'est vraiment quelque chose que je survole. mm. En règle générale, tu vois, on a découvert Agora, on a découvert pas mal de petites techniques sur la Big ID et compagnie. Donc, j'espère que, en tout cas, je pense que beaucoup de personnes vont apprécier cet échange. Et j'ai J'espère. quand même te poser une question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut démarrer aujourd'hui et être bon en copywriting dans 6 mois? Ok, bah ça va être le truc que je répète tout le temps, mais il y a un framework, une sorte de, on appelle ça même un rituel, une habitude, une routine de copywriter que vraiment il faut adopter. C'est vraiment de lire une bonne copie tous les jours. Ok. Donc s'inspirer des mastodontes, ça a beau être dans la finance ou même dans la santé pour certains mastodontes, au final les principes copie psychologiques sont toujours les mêmes. Donc lire une bonne copie tous les jours, rejoindre un groupe de copywriters. Voilà, je vais pas faire directement de ma pub, mais bon, il faut rejoindre un groupe de copywriters. Vous pourrez même créer votre petit groupe entre vous si vous voulez, euh, pour échanger, challenger vos idées entre vous. C'est-à-dire, vous avez une idée, vous la pitchez à d'autres copywriters, etc. Il faut vraiment très rapidement intégrer l'obligation d'être en groupe pour devenir bon en copie, pour devenir très bon en copie. Euh, donc lire une copie tous les jours, recopier à la main, pas forcément des pages de vente entières, vous pouvez, mais au moins le lead d'une page de vente ou l'offre. Donc le lead, c'est l'intro de la page de vente. Euh, Par exemple, sur une page de vente de 100 pages, ça va être les 5 premières pages, à peu près, hein, c'est une moyenne. Hein. Le lead, c'est vraiment le 80-20 de la copie. C'est ce que vous devez vous entraîner à écrire parfaitement, parce que si votre lead est pas bon, mais que votre body de la page de vente, que l'offre est très bonne, la personne n'ira jamais voir le body ni l'offre. Donc le lead, il est vraiment très très important. Donc travaillez vos leads, réécrivez des leads à la main tous les jours. Euh, Lisez les fondamentaux, enfin les livres les plus importants. Je pense que ceux que j'ai donnés, Great Leads, Livre d'Evaldo, Made to Stick, Influence et Manipulation, vous pouvez le lire, mais ça va être de la théorie non applicable. C'est un peu de la théorie de copywriter, mais qui n'est pas vraiment. C'est applicable, mais c'est pas de la pratique pure. Euh, donc lire une bonne copie tous les jours, réécrire des leads à la main, challenger ses big ideas, ses idées avec d'autres copywriters, essayer de générer du coup une idée tous les jours. Je me fais un petit swipe file d'idées, donc c'est-à-dire que dès que j'ai une idée sur Notion, base de données, boum, je note mon idée, euh, une idée copie. Si c'est pas une bonne idée, c'est pas grave. Le but c'est de stimuler votre créativité. Euh, lire même des romans, de la science-fiction, ça va stimuler tout ça, votre créativité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lire beaucoup de livres de copie. Vraiment, vous lisez les bases, et derrière, vous lisez autre chose. Parce que l'objectif, c'est vraiment, on pourrait plus renommer le métier de copywriter comme copy thinker. C'est un collègue copywriter, Mourad à Agora, qui m'avait donné ce terme la première fois. Il y a George Ten aussi aux US sur Twitter qui l'utilise beaucoup. Du coup, je l'utilise aussi un petit peu parce que c'est vrai que c'est très vrai.
Mais le métier, c'est beaucoup penser, réfléchir à des idées. Donc, stimuler votre créativité, lisez plein de choses tous les jours. Donc, générez une idée par jour. Et dès que vous écrivez, essayez de vous faire relire le plus vite possible par des personnes qui sont bienveillantes. C'est-à-dire que faire relire une copie pour se la faire défoncer et dire non, c'est nul, c'est pas comme ça qu'on relit une copie. On relit une copie en apportant de la valeur. C'est-à-dire que on va pas dire non, c'est nul, on va dire what if ou je te suggère de changer cette phrase par ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, la page de vente, c'est quand même très personnel. Donc, déglinguer une copie pour dire de déglinguer une copie, c'est pas constructif. Savoir relire les autres et se faire relire correctement, de façon bienveillante, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Voilà. Eh ben, merci pour ce programme. Du coup, si vous voulez être un bon copywriter en 6 mois par Charles Copy. Oui. Du coup, on va terminer sur la question par où on peut te trouver tout simplement. Alors sur Twitter, c'est Charles-Copy. Est-ce qu'il y a d'autres endroits du coup? Oui, peut-être qu'à ce moment-là, je l'aurais un peu plus développé, mais j'essaye de développer LinkedIn, hein, Charles Barras, Charles Copy. J'utilise quasiment toujours la même chose, soit Charles Barras, soit Charles Copy sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Je fais pas de vidéos longues, je duplique mon contenu, mais voilà. Et sinon, sur le site copy-house.fr, on essaye de mettre toutes les infos du collectif. Nickel, de toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo. Et voilà, merci beaucoup Charles. Je te souhaite vraiment de la réussite pour la suite, de devenir le meilleur copywriter du monde parce que tu as tout pour. Et merci à toi pour ton temps. Merci beaucoup Florian, merci pour l'invitation.